Bonjour, bonjour à tous, rebonjour à tous pour ceux qui étaient là. Bonjour, Donc, autour du micro, Jean-Philippe Baron, conseiller consultant pour donc l'entreprise Sequoia HR. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour donc cette présentation sur la mobilité fonctionnelle. et moi-même, donc Christophe Chéron, donc cofondateur de Sequoia, et on va, je dirais, parler un peu de mon parcours, et donc on va vous parler du développement de la mobilité fonctionnelle au sein des organisations, de quelle façon l'intérêt pour l'organisation de développer la mobilité fonctionnelle, et également comment développer en bonne intelligence cette mobilité fonctionnelle. Techniquement, donc je vous le disais pour ceux qui viennent de se connecter, vous avez la possibilité de chatter. Je suis obligé de couper vos micros parce que ça fait de l'écho. Mais vous avez possibilité de poser des questions au cours du webinaire par l'intermédiaire du chat et j'aurai plaisir à y répondre. Alors, Je suis pas sûr qu'il partage l'écran. normalement, vous devez voir notre écran. Je m'assure que c'est bon. Partagez l'écran. Voilà. Normalement, vous devez avoir à l'écran, là actuellement, la présentation de Sequoia. Donc Sequoia, en un mot, qui sommes-nous? Donc c'est une entreprise qui a été créée il y a 5 ans maintenant et qui va permettre à ses clients de développer leurs ressources humaines, donc au sens du développement RH et qui existe depuis 2013. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui est en croissance continue et donc je suis le cofondateur avec Jean-Rémy Malzieu qui est sur la partie informatique. Et moi-même, j'ai été une vingtaine d'années sur des fonctions de direction des ressources humaines dans différentes PME, également au sein du groupe Areva. Et dans l'ensemble de ces entreprises, d'ailleurs, quelle que soit leur taille, que ce soit au sein d'Areva ou que ce soit dans des PME de taille plus modeste, dans tous les cas, l'importance de la mobilité fonctionnelle, c'est toujours conforté dans toutes ces entreprises. C'est vraiment un élément important du développement RH. Alors, quand on parle alors excusez-moi, un mot toujours sur les modules que nous développons et l'intérêt et l'importance de ces modules par rapport au sujet dont nous parlons. Sequoia a développé des modules qui comprennent aujourd'hui l'ensemble du développement RH. Ça va du recrutement au sens de l'aide à la décision, des modules de portail RH, des modules d'entretien, et on va en parler, des modules de gestion des compétences, formation et développement personnel. Et lorsqu'on déploie ces modules au sein des organisations, nous collectons de l'information de manière anonymisée ensuite quand nous les traitons, mais pour nos clients. Et on va par exemple traiter des données sur ce qu'on va mesurer en recrutement. Au moment du recrutement, on fait passer à tous les candidats, enfin nos clients en tout cas, font passer à tous leurs candidats ce qu'on appelle des questionnaires psychométriques. Et à un moment, dans ces entreprises, une fois que les gens sont rentrés dans l'entreprise, ils sont salariés de l'entreprise, par l'intermédiaire des modules d'entretien, de gestion des compétences et d'autres modules de gestion de la performance, on va capter la performance et la satisfaction des collaborateurs au sein de l'organisation. Et lorsque l'on corrèle ces données, lorsqu'on mesure les liens entre des éléments de personnalité et des éléments de performance et de satisfaction dans l'organisation, on en tire de nombreuses conclusions. Euh, pour améliorer toujours les recrutements, évidemment, pour améliorer la satisfaction professionnelle, améliorer le climat social. Et là, sur le sujet qui nous concerne, ça va plutôt être le lien, par exemple, entre l'ancienneté sur un poste et la performance. Et on va s'apercevoir de manière très claire, c'est l'usure du temps, si je puis dire, c'est pas très positif ce que je dis là, mais il s'avère qu'avec le temps, les performances diminuent, quels que soient les métiers. La capacité d'innovation puisque c'est des choses qu'on mesure également, vont diminuer également avec le temps. Donc c'est ce type de données qui nous permet aujourd'hui d'animer un webinaire de ce type sur l'importance de la mobilité fonctionnelle au sein de l'organisation. On ne le fait pas seulement par conviction, du fait de notre expérience, mais on le voit aussi à l'intérieur des données que nous traitons justement en mesurant ces corrélations, ces relations multivariées entre ces différents domaines. Voilà, donc pour revenir au sujet, au-delà de nos modules, qu'est-ce que la mobilité fonctionnelle? Donc on voit tout ce que c'est, mais c'est important pour qu'on parle de la même chose, de bien définir le sujet. Donc nous considérons que la mobilité fonctionnelle, c'est un changement significatif de fonction. Un changement significatif de fonction, ça veut dire
je vais devoir acquérir de nouvelles compétences, des compétences qui ne sont pas présentes dans mon métier actuel. La maille est plus large que le changement de poste. Un changement de poste, on est d'accord, quelqu'un qui va passer de la comptabilité fournisseur à la comptabilité client, par exemple, on va considérer que ce n'est pas un changement significatif de fonction. On n'est pas sur un changement de métier, on est sur un changement de poste. La maille est différente entre la fonction et le poste. Donc, en ce qui nous concerne, on va parler de changement de métier, changement de fonction. Ça veut dire que dans une organisation, on va s'appuyer sur les compétences qui sont déjà acquises sur le poste actuel et on va se projeter sur un poste cible. Et ce poste cible, ça va être, la différence, ça va être la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences en s'appuyant sur les compétences que l'on possède déjà, que l'on a déjà acquises. Par exemple, très classique, c'est une évolution d'un technicien vers le management. Un technicien ou un ingénieur, ce n'est pas une question de niveau, c'est une personne qui n'est pas en situation de management qui va aller vers le management. Là, il y a un changement significatif de fonction. Ça veut dire que concrètement, il est par exemple technicien sur un atelier, il va prendre la responsabilité hiérarchique de l'atelier. Il va s'appuyer sur ses compétences techniques pour embrasser les responsabilités managériales. Je fais une digression sur cet exemple-là, une parenthèse, pas une digression, pardon, une parenthèse. Ça, on trouve ça dans toutes les entreprises. Quand vous faites ça, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire, mais quand vous faites ça, sachez également que la personne qui se retrouve en situation de manager de proximité, elle se dit souvent « Ah, c'est parce que j'ai des bonnes compétences techniques ». La conséquence, souvent, c'est que ces personnes-là ne délèguent peu, parce qu'elles sont toujours le centre de tout et c'est elles qui décident. Donc, il est important pour la RH d'accompagner ça pour que les personnes sachent ensuite, ne pas être le maillon où tout tourne. C'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à déléguer à leurs collaborateurs parce qu'elles sont persuadées que c'est des compétences techniques et uniquement qui ont été qui ont été identifiées pour pouvoir monter en puissance. Et ils se mettent plutôt en rôle d'expertise qui ne délègue pas mais qui gère tout. Ce n'est pas nécessairement bon. Donc l'importance, on va le voir tout à l'heure, de la RH, ça va être aussi de mettre en avant les compétences comportementales du collaborateur dans cette évolution. Les autres exemples, c'est un opérationnel vers une fonction support. Vous avez un opérationnel, par exemple un responsable d'atelier qui irait vers une fonction de formation dans l'entreprise, ce qui se fait enfin, dans l'industrie en tout cas assez fréquemment. Un technicien qui change d'atelier. Là, vous avez une acquisition de compétences techniques différentes. Et un ingénieur changeant de spécialité. Donc l'ensemble de ces changements, en ce qui nous concerne, on va le définir comme étant effectivement un changement significatif de fonction, donc une mobilité fonctionnelle. La mobilité fonctionnelle dans une organisation, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'une politique. C'est la conséquence d'un état d'esprit, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la tête des gens, et d'une histoire et d'une culture d'entreprise. Vous ne développez pas une mobilité fonctionnelle, je dirais, tabula rasa. C'est quelque chose qui va se développer dans le temps et qui va faciliter l'évolution de l'organisation et son agilité. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Et pourquoi la développer? Donc, je vais définir à l'image des ecclésiastiques du Moyen-Âge qui définissaient Dieu par ce qu'il n'est pas et non pas par ce qu'il est. C'est un agnostique qui vous parle. L'immobilité fonctionnelle, ça veut dire dans des structures dans lesquelles il n'y a pas de culture de la mobilité, dans lequel culture et de réalité de la mobilité, dans les entreprises dans lesquelles les salariés sont restés avec beaucoup d'ancienneté sur les mêmes postes, voire les mêmes ateliers, vous avez des problèmes de performance. Vous avez des problèmes dans le temps de diminution de la performance. Vous avez des problèmes de démotivation qui ne concourent pas à la réussite de l'entreprise. Ce sont des gens qui vont rester dans leur zone de confort. Nous sommes tous d'accord, on voit ce que c'est qu'une zone de confort professionnelle pour un collaborateur. Ça veut dire que c'est très angoissant pour lui de sortir de cette zone de confort parce qu'il n'a pas été habitué justement à remettre en question, à acquérir de nouvelles compétences, les remettre en question.
C'est des structures dans lesquelles les gens sont en appétence de stabilité professionnelle. Ils vont justement rester dans ces situations-là où ils ne veulent pas que ça bouge, et c'est aussi un frein important au changement. Ce sont ces mêmes personnes qui, les fois où vous devez engager du changement dans l'organisation, vont être les principaux freins à ce changement. Ils vont le dire haut et fort parce que ça les inquiète, parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Donc ça, c'est vraiment des structures dans lesquelles des structures qui vont avoir des difficultés si elles doivent s'adapter, en particulier si elles perdent un marché, si elles perdent des clients, si elles doivent adapter leurs collaborateurs à des nouvelles fonctions, à des nouvelles machines. C'est vraiment des difficultés parce que ce n'est pas dans les gènes de l'entreprise. Et c'est tout à fait dommageable. Donc salarié peu adaptable et au final entreprise peu agile. Agile en sa capacité de s'adapter à des nouveaux contextes, à des nouveaux clients, à des nouveaux marchés. En revanche, on l'aura compris, la mobilité fonctionnelle, c'est une source de renouvellement et d'innovation. Si on se projette dans la durée d'une personne donnée, alors je parle toujours sur des nombres, je ne parle pas sur des individus, vous pouvez toujours trouver des exceptions de gens qui vont être capables de se renouveler continuellement, mais c'est très rare. Quand vous avez un an, enfin un an non, mais 2 ans en fonction des niveaux de poste, 2 ans, 3 ans, 4 ans sur les mêmes postes, il ne faut pas se raconter d'histoire. Au bout d'un moment, la majorité des gens ont énormément de difficultés à se renouveler. Re-questionner leur processus, leur façon de faire. Voilà. Donc c'est un facteur d'innovation qui a diminué, qui diminue avec le temps dans le poste. Et ça, je le disais tout à l'heure, quand on corrèle des données, nous, pour certains clients, on s'en aperçoit d'une manière très très claire. Il y a des facteurs d'innovation, par exemple, qui diminuent avec l'ancienneté au poste. Donc la mobilité fonctionnelle, c'est également des salariés qui sont adaptables à des nouvelles méthodologies, à des nouvelles machines, à des nouveaux marchés, à des nouveaux métiers. Et ils augmentent également, alors un terme que je mets entre guillemets parce que ce n'est pas toujours bien perçu par le corps social, mais qui parle bien, leur employabilité augmente, interne voire externe. Donc au final, vous avez une entreprise qui est plus agile, et également c'est une entreprise qui va pouvoir sécuriser ses compétences. Je m'explique. Quand vous êtes dans une entreprise dans laquelle il y a très très peu de mobilité, les gens ils savent gérer par exemple un atelier, ils savent gérer une machine, ils savent gérer une fonction. En revanche, si vous avez une tension de compétences sur un atelier, par exemple, il n'y a que 5 personnes qui vont maîtriser l'atelier, il n'y a que ces personnes-là dans toute l'histoire de l'entreprise qui ont eu l'occasion d'apprendre le maniement de cette machine. Vous ne pourrez pas vous appuyer sur des gens qui l'ont fait dans le passé. Quand vous développez une politique de mobilité, c'est aussi une sécurisation des compétences. Parce que si vous avez cette politique de mobilité associée à une traçabilité de ce qu'ont fait les gens, si vous avez un besoin, une tension sur un métier, vous pourrez toujours faire appel à des gens qui l'ont fait dans le passé. Ce qui n'est évidemment pas le cas si les gens n'ont pas bougé tout au long de leur fonction. Et enfin, éventuellement, lorsque vous avez développé une appétence à la mobilité professionnelle, à la mobilité fonctionnelle, vous facilitez, pour les structures qui ont plusieurs sites évidemment, plusieurs implantations géographiques, vous facilitez la mobilité géographique, puisque cette dernière est une conséquence. Donc, clairement, la mobilité fonctionnelle, c'est vraiment un gain important pour tous. Des salariés qui sont également en satisfaction professionnelle plus importante, qui ont moins peur de l'évolution, de l'acquisition de nouvelles compétences, qui se remettent en question. Et au final, vous avez une entreprise qui est plus performante et plus agile dans sa capacité à s'adapter aux changements environnementaux, de contexte, je veux dire, qui ne manquent pas d'arriver depuis quelques décennies en termes de conduite de changement. Donc, comment la développer Je le disais tout à l'heure, la mobilité fonctionnelle, c'est une conséquence. C'est la conséquence d'un travail qui est fait en amont. Ce travail qui est fait en amont, c'est la connaissance des métiers. Référentiel métier, vous savez tous de quoi il s'agit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On va voir tout à l'heure par un exemple concret de référentiel métier, de la façon de le faire. Donc ça, c'est un élément important. S'appuyer sur un référentiel métier
et pas un référentiel métier qui reste dans le tiroir des RH comme il y en a eu beaucoup dans les décennies précédentes. Un référentiel métier, c'est un élément qui va être une source de communication à l'ensemble du corps social, à l'ensemble des collaborateurs, voire managers, voire collaborateurs. Il faut qu'ils voient que l'acquisition de compétences sur leur job et leur permettra d'évoluer sur un autre métier. On s'appuie sur les compétences qu'on maîtrise pour pouvoir en acquérir de nouvelles en toute confiance. On va voir également qu'en amont, quand on va faire le référentiel métier, il faut y associer de la compétence comportementale. Ça, c'est très important. Les salariés qui ne veulent pas bouger, ils vont s'appuyer, ils vont s'enferrer dans leurs compétences techniques. Ils vont vous dire: ah, moi j'ai une technicité, monsieur le RH, vous savez pas ce que c'est. Moi, je suis vraiment cette machine-là, il n'y a que moi qui sais la faire. Je suis un expert du truc. Non, 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 non. Mettez de la compétence comportementale, vous allez diminuer le poids de la compétence technique dans lequel ils veulent s'enferrer. Donc, on va rajouter de la compétence comportementale, des savoir-être. On va voir de quelle façon tout à l'heure. Et ces savoir-être, l'intérêt d'abord, l'entreprise a tout intérêt à développer les bonnes compétences comportementales. Ça, c'est une chose chez ses salariés. Et ces compétences comportementales, on va les retrouver dans d'autres postes. Donc, ça va favoriser des mobilités justement fonctionnelles en s'appuyant sur ces compétences comportementales, celles que vous voulez voir se développer dans votre entreprise. Toujours en amont, vous allez faire également des filières de carrière, c'est-à-dire que les salariés, à l'intérieur de leur référentiel métier, ils vont pouvoir visualiser les différentes filières d'évolution possibles au sein de l'organisation. Quand vous ne faites pas ça dans une entreprise, on le sait tout de suite, hein, quand vous arrivez dans une entreprise où ça n'a pas été fait, les salariés, en termes d'évolution, ils vous disent: ah, moi je veux devenir chef à la place du chef, calife à la place du calife. Malheureusement, il n'y a pas des postes de chef pour tout le monde, c'est pas possible. Et donc, à un moment, quand ils se disent: ah, bah dis donc, celui-là, il a 40 ans, il ne bougera pas, j'ai pas d'autre poste de chef, qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous avez des phénomènes de démotivation importants, des problèmes de conflictualisation sociale, des climats sociaux qui se détériorent. Si vous ouvrez par des filières de carrière, communiquez à vos collaborateurs. Des filières de carrière, c'est quoi? C'est le management, évidemment, toujours. Ça, ils voient ça toujours, même si vous ne faites rien, ils verront que ça. En revanche, si vous travaillez sur d'autres filières, ça peut être par exemple les filières de gestion de projet. Ça peut être des filières de sécurité en fonction des contextes dans lesquels vous êtes. Ça peut être des filières commerciales, etc., etc. On voit dans les organisations qu'il y a de nombreuses filières possibles d'évolution. Première étape, donc ça c'est en amont, un travail en amont qui se fait, ça se fait pas dans le bureau fermé de la RH, ça se fait le plus ouvert possible avec vos managers. Je parle des référentiels métiers, compétences comportementales, filières de carrière, en impliquant le plus possible vos managers. Ensuite, vous valorisez la mobilité à chaque fois que vous avez une opportunité, par une politique de rémunération évidemment. Politique de rémunération que je vous invite à communiquer. Il faut que ça se sache dans l'entreprise, que les gens qui rentrent dans une mobilité, dans une remise en question, qui sortent de leur zone de confort, il faut qu'ils en récupèrent une motivation extrinsèque cette fois-ci, mais qu'ils en récupèrent les investissements et les efforts. Donc, politique de rémunération et également aussi, il faut communiquer sur vos entreprises le font souvent sur les héros de la mobilité. Voilà. Vous faites un article dans votre comme interne si vous en avez. Maintenant, c'est très facile de faire ça par Internet hein, sans imprimer des choses. Et vous faites une interview de quelqu'un qui a un parcours dans l'entreprise. Il faut avoir des héros. Les gens ils aiment bien qu'on leur raconte des histoires. Des vraies histoires de gens qui ont eu des parcours dans l'entreprise, qui ont appris plein de choses. Voilà. Il faut valoriser ces choses-là pour donner envie aux autres. Toujours dans la valorisation de la mobilité, il faut historiser. Les collaborateurs, eux, ils savent très bien le parcours qu'ils ont fait au sein de l'entreprise, mais souvent, ils se disent: ah, il y a un changement de RH, un changement de chef, tout ce que j'ai fait dans le passé, c'est oublié, ça ne va pas être pris en compte, etc., etc. Donc, il faut l'historiser. On a des solutions, on va voir tout à l'heure, qui vont nous permettre d'historiser toutes les compétences acquises dans les différentes fonctions au sein de l'organisation. Et on va pouvoir garder cette histoire. Donc. Préparation des esprits, on l'a compris, hein, il s'agit de communiquer sur les filières d'évolution, les référentiels métiers avec les filières d'évolution et métiers passerelles au sein de ces référentiels.
Et enfin, là, Jean-Philippe va nous en parler, on va pouvoir aussi, en utilisant les solutions que nous avons développées, mettre en confiance et aller plus loin que l'analyse de compétences au poste. On va pouvoir mobiliser des solutions de type 360 pour voir si le salarié il sera bien en phase pour monter en puissance, par exemple, sur un poste de management. Parce que le poste de management va beaucoup plus le solliciter sur du relationnel avec ses collaborateurs ou de gestion de projet, par exemple. On va pouvoir matcher le profil de la personne par un 360, voire par une analyse psychométrique qui va permettre de matcher également sur son potentiel de management s'il s'agit de management ou son potentiel commercial s'il s'agit de filière commerciale ou de gestion de projet. Et donc, au final, cet ensemble-là va vous permettre de valoriser les compétences comportementales, les comportements que vous souhaitez voir se développer au sein de l'organisation. Je regarde au passage si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'espère que vous êtes toujours là et pas trop endormis. Voilà, dans la pratique, en 2 mots, quand vous êtes dans la phase justement où là vous déployez votre politique de mobilité, ça commence à augmenter quand vous avez des postes vacants, à augmenter le nombre de candidatures, il y a des gens qui viennent vous voir pour vous dire ah mon évolution, je souhaite évoluer. Là vous commencez à être vraiment dans la comment dire dans la réalisation de votre politique de mobilité fonctionnelle. Donc là, dans ces cas-là, il faut s'appuyer sur les ouverts au changement. Tout ce que je dis là, soyons clairs, vous n'allez pas, d'un seul coup, tout le monde ne va pas vouloir bouger. Ça va commencer par quelques personnes qui sont les plus ouverts au changement. Nous, dans nos solutions, nous mesurons l'ouverture au changement des collaborateurs. C'est eux qu'on voit les premiers dans les organisations évoluer et changer de poste. Donc, il faut s'appuyer sur eux, il faut s'appuyer sur les ambitieux. Parce que c'est eux qui vont aussi dire dans l'entreprise, regardez, j'ai une mobilité fonctionnelle, j'ai été accompagné par la RH et qui vont être vos ambassadeurs positifs au sein de l'organisation. Un mot également sur la pratique. Là, je ne peux pas parler de mobilité fonctionnelle sans parler de ce qui se fait dans certaines entreprises d'une certaine taille, il est vrai, d'autant que je le sache en tout cas, c'est ce qu'on appelle la sécurisation des mobilités externes. De quoi s'agit-il? Les mobilités externes, ce sont des conventions qui sont faites entre différentes entreprises et qui vont permettre, par exemple, à des salariés d'évoluer dans une autre structure sans prendre le risque de la rupture, enfin de la démission pour être embauché dans l'autre sans prendre le risque d'une nouvelle période d'essai et d'intégration. Donc on fait ce qu'on appelle dans ces cas-là de la mise à disposition, voire du détachement de collaborateurs. Voilà, ça peut être dans certains contextes pertinent de le faire et de voir ça avec vos collègues, enfin des entreprises voisines aux vôtres. Donc, donc voilà, en termes donc je le disais à l'instant, la compétence comportementale va être très importante justement pour développer la mobilité fonctionnelle au sein des organisations. Donc, je laisse la main à Jean-Philippe qui va nous en parler. Oui, donc la compétence comportementale aujourd'hui est un domaine qui est devenu très important, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, surtout en mobilité fonctionnelle interne, parce qu'on a vu que la compétence technique était souvent là, était facilement mesurée et facilement mise en avant, que ce soit par les collaborateurs, les managers ou même les services RH. Mais un des points très importants dans la mobilité fonctionnelle, la mobilité en interne dans l'entreprise, c'est les compétences comportementales qui sont là beaucoup plus difficiles à évaluer et à quantifier. On connaît tous, comme on l'a évoqué tout à l'heure, un bon technicien qui va être promu responsable de service, mais qui n'a pas la fibre managériale ou qui ne gère pas la pression ou qui peut être mis en relation clientèle, mais qui n'a pas du tout ce côté relationnel avec l'extérieur et qui pourra être en échec dans ce poste-là. Donc, un sentiment d'échec, de démotivation et surtout des possibles répercussions sur l'entreprise et sur les chiffres du service. Donc, la compétence comportementale aujourd'hui est très importante et doit être, à mon sens, en tout cas ce que nous on préconise, doit être mesurée de la même manière que vous allez pouvoir évaluer et mesurer les
compétences techniques. Pour ce faire, on a différentes solutions, comme nous l'a dit Christophe. On a les 360 qui permettent vraiment de manière très simple et automatisée d'envoyer des questionnaires qui peuvent être de l'ordre de quelques questions uniquement donc sur des postes et des niveaux qui entourent donc le salarié qui est ciblé, pour avoir un retour vraiment global et dans la totalité de l'ensemble de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir une cartographie et un retour sur les différentes compétences. Donc là, on va être plus comportemental, qui peut être sur l'assiduité, sur la force de proposition ou sur différents domaines comme ça qui peuvent être importants pour positionner donc le salarié dans un autre domaine, et qui permet d'avoir un retour beaucoup plus large qu'un simple questionnaire d'évaluation qu'on peut avoir une fois par an ou tous les 2 ans en fonction des entreprises. Donc c'est des outils qui sont facilement mis en place et qui sont très, très intéressants à utiliser. Tout comme la mesure psychométrique qu'évoquait Christophe il y a quelques minutes, qui va permettre, elle, de manière beaucoup plus pointue et globale, de pouvoir dresser une cartographie donc, des comportements de la personne qui vont pouvoir être matchés sur différents postes de l'entreprise, dans différents services. Car même si je reprends mon exemple de technicien qui aujourd'hui travaille en entrepôt, il a une relation avec ses collègues, il n'a pas de relation clientèle. Si demain on ouvre un service de réparation au sein de l'entreprise, quels sont les techniciens qui vont pouvoir être performants à ce poste-là? On est aux compétences techniques sur les mêmes demandes. Par contre, le relationnel, la gestion du relationnel avec la clientèle, de la pression et du stress, éventuellement la fibre commerciale s'il veut apporter de la plus-value et proposer des choses en plus, doit être mesurée, et tout le monde ne sera pas capable de changer de poste dans ce genre de modification-là. Donc, la compétence comportementale doit être prise en compte à la même valeur que la compétence technique. Donc la régulation RH, c'est elle qui va pouvoir mettre en place, comme on l'a vu tout à l'heure, cette politique, cette envie et cette communication sur cette mobilité interne. Comme c'est marqué là, pas de mouvement brownien, c'est pas de la chance, c'est pas dû à l'ancienneté, c'est pas de l'à peu près. Aujourd'hui, les mobilités internes, dès qu'on a des postes à pourvoir ou des modifications, des créations de services, on ne peut pas s'amuser à dire ah lui on va le mettre là parce que il est plus ancien que l'autre. Non, on ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. On est dans des process très structurés qui sont définis, qui sont suivis, qui devrait être suivi depuis longtemps, notamment grâce aux dossiers collaborateurs qu'aujourd'hui on digitalise beaucoup plus, et qui permet d'avoir un suivi de l'évolution de la personne, de toutes ses compétences, des études des analyses qu'on a pu faire dessus, ou des questionnaires sur lesquels ils ont pu être interrogés, que ce soit par rapport à leur formation, leurs compétences en interne de l'entreprise, mais également à l'extérieur de l'entreprise, leurs souhaits, leur volonté d'évolution, et tous les tests et analyses qu'on peut faire par les 360, par le Select ou par les autres entretiens obligatoires ou pas qui peuvent être mis en place. L'objectif, c'est vraiment là de sécuriser et de formaliser la mobilité fonctionnelle. C'est l'ARH qui va organiser ça, qui va mettre ça en place et qui va la piloter avec l'aide des managers, notamment par les people review, mais les people review qui doivent être formalisés là encore et faits de manière, j'ai envie de dire, structurée et professionnelle. C'est pas juste 5 minutes avec le manager pour savoir lui il est bien, il a bien bossé, il était sérieux. Ça apporte pas beaucoup de plus-value, ce genre de people review là. Donc ça doit vraiment être quelque chose qui doit être structuré et mis en place par l'intermédiaire de questionnaires, de va-et-vient sur des envois de mails, sur des pushs, sur des 360, sur des selects, sur des dossiers collaborateurs qui doivent être mis à jour, que ce soit par la RH, par le manager ou par le salarié lui-même. Donc une véritable organisation RH à mettre en place pour ça. Et donc, du coup, vous allez avoir des collaborateurs et des managers qui vont être vraiment acteurs de leur évolution. Ils vont pouvoir s'exprimer,
Ils vont pouvoir mettre en avant leurs compétences techniques ou comportementales. Ils vont pouvoir dire, moi, il y a quelques années, quand il y avait encore ce service-là, j'ai travaillé à ce poste-là, donc je connais cette machine-là, je connais ce process-là, je peux le remettre en place de cette manière-là si je retourne dans ce service ou si je pars ailleurs. Donc, ils vont vraiment pouvoir se valoriser, se sentir impliqués, et donc du coup, la motivation va être accrue à ce niveau-là. Tout comme les managers, qui vont pouvoir avoir vraiment, on va dire, un mot à dire, leur implication et vraiment leur avis sur ce genre de personnes-là. Et également, vous allez pouvoir faire des choix beaucoup plus justifiables, voire justes, de par tout ce que vous auriez mis en place et ce qui sera valorisé chez le collaborateur. Bon, tu peux changer. Voilà, donc on est vraiment sur cette recherche de donner confiance, de valoriser et d'impliquer le plus possible tous les niveaux hiérarchiques, que ce soit la RH, le management ou le collaborateur en lui-même. C'est vraiment cette possibilité-là de se valoriser, de faire connaître son parcours, de rechercher la personne qui sera la plus efficace à ce poste-là et montrer aussi de manière ouverte en communiquant la politique de mobilité fonctionnelle. On est vraiment là aussi sur une recherche de valorisation non seulement du collaborateur, mais de la méthode et de la stratégie de l'entreprise qui va être mis en place. Et donc du coup, vous allez avoir un impact également sur la marque employeur, puisque forcément, si un salarié se sent considéré, s'il a son histoire à raconter, qu'il le valorise, qu'il l'a aidé, qu'il l'a fait progresser ou qu'il l'a fait changer de place lorsqu'il en avait envie, en l'accompagnant, ce discours-là va être répété, va être sorti de l'entreprise et donc du coup la marque employeur est une marque qui prend soin de ses salariés, qui les valorise et qui s'en occupe. Et on sait qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles générations, je ne vais pas dire que c'est plus important, mais ça compte au moins autant que le poste en lui-même et le salaire pour les nouvelles générations qui arrivent. Oui, tu peux changer. Donc, tu reprends la main. Donc, alors effectivement, on l'aura compris, la mobilité fonctionnelle, on a tous, l'entreprise de manière générale, l'organisation, quelle que soit une entreprise ou une administration, aura un intérêt à développer cette mobilité fonctionnelle, un intérêt sur l'adaptation, l'agilité de l'organisation, l'adaptabilité entre guillemets, l'employabilité, même si ce n'est pas toujours des mots toujours connotés positivement. Donc tous ont intérêt à développer cette mobilité fonctionnelle et je le disais, c'est aussi des salariés. Ils sont beaucoup plus enclins au changement, à l'acquisition de compétences, à l'adaptation, et ça a un impact positif sur le climat social. Donc, en termes de préconisation, nous, donc, en synthèse, je dirais que des process solides. Des process solides, là je parle de process d'entretien, mais dans lequel vous pilotez des objectifs, enfin, non, pardon, vous pilotez pas, mais vous avez une gestion de l'atteinte des objectifs de vos collaborateurs dans ces processus ou pas. Vous avez également des processus d'analyse des compétences. On va voir tout à l'heure, ça se fait de manière très très simple. L'analyse des compétences, ça peut se faire par un référentiel métier. On le verra tout à l'heure sur notre solution, de quelle manière on va pouvoir impliquer et communiquer le référentiel métier, enfin le construire, pardon, avec vos managers, ça c'est important, et ensuite le communiquer à l'ensemble des collaborateurs sur référentiel métier et les filières de carrière pour préparer les esprits justement à ces mobilités. Quand vous diffusez ce genre de choses dans une organisation, ça questionne sur ce qui est attendu par l'entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc les compétences comportementales et leur analyse. La communication, on l'aura compris, on valorise les mobilités. Motivation, on fait des héros de la mobilité, on communique aussi sur sa politique de rémunération liée à la mobilité. Et enfin, ça c'est vraiment c'est important, c'est vous le faites en partage par l'intermédiaire de People Review, ça veut dire l'ARH. Et là, aujourd'hui, les solutions digitales permettent d'avoir toutes les informations nécessaires
à la réalisation du bon process. Et la People Review, ça va faciliter énormément la People Review parce que vous allez pouvoir connaître les appétences du collaborateur, ses souhaits, ses compétences comportementales et une prédiction justement d'évolution sur tel ou tel type de métier. Donc on va voir concrètement comment ça se fait sur notre solution. Donc au final, la mobilité fonctionnelle est vraiment un facteur de développement des salariés, d'amélioration du climat social et des performances de l'organisation et de son agilité également. Donc voilà, on a vraiment tous, il n'y a rien de pire que des sociétés qui ne sont pas préparées au changement et qui subissent de l'extérieur par la perte d'un marché ou une nouvelle technologie et qui n'arrivent pas à s'adapter parce qu'elles n'ont pas ça, elles n'ont pas développé ça en amont. Donc on va voir concrètement comment ça se fait sur notre solution. Là, voilà, c'est une base de démonstration. Donc, c'est une solution digitale qui va permettre aux organisations de développer à la fois, de construire un référentiel métier et également de mobiliser des différents modules qui vont permettre d'analyser les compétences comportementales métiers au poste et également et aller un peu plus loin en mobilisant des solutions en ligne de type 360 et de type analyse de prédiction comportementale sur un nouveau poste. Alors concrètement, comment ça se présente? C'est très simple. Il y a un moment où on met à disposition de nos clients une solution digitale dans laquelle on va charger l'ensemble des salariés. Ça se fait par un fichier Excel des collaborateurs ou par un interfaçage paye. Mais donc de manière très très simple, en quelques clics, on va charger l'ensemble des collaborateurs de cette organisation, de l'organisation. Donc excusez-moi, avant de charger les collaborateurs, vous pouvez mobiliser également une solution qui va vous permettre de construire votre référentiel métier. Là, je vais sur le compte administrateur, c'est la même chose, hein, à part que c'est des droits d'administrateur. Et là, en faisant ça, je vais pouvoir ouvrir cette base de données aux managers qui vont participer à la construction du référentiel métier. Quand je dis manager, ça peut être aussi des sachants métiers. Hein. Toute personne à qui vous donnez des droits de construction du référentiel métier. Et ces personnes-là, vous allez construire avec elles. Donc, ça va être leur terminologie, ça va être quelque chose qui va être partagé, ça va être quelque chose sans papier, hein, puisque c'est directement en ligne. Et là, vous allez demander à vos managers de définir des métiers. Dans ces métiers, par exemple, il y a des gens qui font du management administratif, il y a des commerciaux, etc. Il y a des techniciens de production, de la comptabilité. Vous allez créer un certain nombre de métiers dans lesquels vous définissez des activités, c'est ce qu'ils font, hein, très simplement. Là, et chaque manager qui est en responsabilité de certains métiers va pouvoir directement rentrer des informations dans le système sous votre pilotage. Il ne s'agit pas de laisser chaque personne, il faut quand même piloter les choses. Et il va rentrer donc des activités et là, il va rentrer également des compétences. Là, vous aurez compris qu'il va pouvoir créer une bibliothèque de compétences. Si par exemple c'est un métier d'acheteur, il va créer une compétence achat. Si et cet acheteur, il utilise peut-être des logiciels spécifiques, on va créer une utilisation des outils bureautiques. Peut-être qu'il nécessite des savoirs de type juridique, on va rajouter une compétence. Et ça va être du sur-mesure. C'est vos managers avec leurs mots à eux et que vos collaborateurs vont retrouver. C'est très important parce que l'appropriation est très importante. Il ne faut pas que ça donne, faut pas que ce soit quelque chose qui a été fait dans un bureau de RH parce qu'en général, au moment du déploiement, ça passe pas bien. Les gens ne s'y retrouvent pas. Donc, on va pouvoir créer, les managers vont pouvoir créer les compétences, les associer, enfin, et créer également des activités et ensuite créer les métiers. On va le voir comment ça se représente tout à l'heure dans un dossier collaborateur. Ils peuvent également, c'est à côté du référentiel métier, on va pouvoir associer également à chaque compétence des formations. Ça veut dire que si une personne, par exemple, si vous associez une formation à une compétence, si les personnes qui font ce métier-là sont en dessous d'un attendu, le système va pusher une proposition de formation métier. Quand je dis proposition de formation métier, ça peut être un tutorat, ça peut être un compagnonnage ou une formation de type formation en salle. Donc tout ça, on va pouvoir constituer un référentiel métier
qui va vivre avec l'entreprise et dans lequel vos managers se sont impliqués. Et donc, c'est un facteur d'appropriation par le corps social beaucoup plus fort. Donc, une fois que votre référentiel métier est réalisé, là, cette fois-ci, je reviens à la base où j'étais à l'instant, c'est-à-dire Orga, je vais pouvoir rentrer. Hop, il faut que je change mon statut. Donc voilà, là, je reviens sur un statut d'administrateur RH ou salarié, ça revient au même en fonction des droits. Et là, je vais retrouver mon référentiel métier en ayant chargé mes salariés dans le système. Et je vais pouvoir associer à un collaborateur son métier. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure, on réalise un référentiel métier et il suffit ensuite d'associer à cette personne-là le métier qui a été réalisé. Et ce métier va lui permettre, donc lui, le salarié, il y a accès, ça va lui permettre de visualiser l'ensemble des compétences qui sont nécessaires au poste. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a toujours dans tous les postes des compétences de type savoir-faire, des savoirs, ce qu'il a appris, ce qui est nécessaire en termes de connaissances. Et on le disait également, c'est que c'est à ce moment-là qu'il est pertinent pour vous de rajouter des compétences comportementales. Voilà. Des choses du type est orienté résultat. Tout de suite, vous comprenez, un salarié va comprendre ce que ça veut dire être orienté résultat. Posez-vous la question dans votre environnement professionnel, si je puis me permettre. On a toujours des gens qui sont très compliqués dans tout le monde, dans tous les sens, et rien n'avance. Là, vous passez un message clair, ça peut être savoir-être, ça peut être un autre, mais est orienté résultat, ça a des impacts très positifs. Développe les talents si c'est un manager, est flexible, est orienté client, est innovant, conduit le changement. Voilà, vous allez valoriser la compétence comportementale au sein de l'organisation. Et de cette façon-là, vous allez diminuer le poids des compétences métiers, des compétences techniques nécessaires au métier. Et parce que les salariés vont s'apercevoir que ces savoir-être sont présents dans beaucoup de postes, hein, évidemment, et ça va favoriser. Vous remettez du poids sur la compétence comportementale pour favoriser la mobilité fonctionnelle. Et là, également, dans ces systèmes-là, vous allez pouvoir, là, vous avez compris que c'est les niveaux attendus du poste. Chaque entreprise va le définir à son niveau. Hein. Toutes les terminologies que vous voyez ici, c'est des terminologies qui peuvent être différentes en fonction du client, en fonction de son référentiel métier, de sa culture. Y compris les niveaux. Certains mettent 1, 2, 3, 4, certains mettent débutant, confirmé, expert, etc. Et d'autres mettent en acquisition et opérationnel, par exemple. Et enfin, sur ces mêmes métiers, donc là, les salariés y ont accès, ils vont pouvoir visualiser les métiers passerelles. Les métiers passerelles, ce sont les métiers dans lesquels il y a des compétences communes, il y a un certain nombre de compétences qui sont communes entre le métier actuel et le métier cible, le métier passerelle. Et les salariés vont pouvoir, juste en cliquant sur ce lien, justement, voir les compétences à acquérir sur le second métier, sur le métier passerelle. Et excusez-moi. Et donc enfin, la possibilité aussi pour les salariés, une fois que vous avez déroulé votre référentiel métier, la possibilité pour les salariés de visualiser ce qu'on va appeler l'organigramme métier de l'organisation, la structure. Voilà, par l'ensemble des métiers passerelles. Ça veut dire que le salarié qui se situe sur un poste de management technique, il va pouvoir voir que la proximité la plus importante des métiers, bah, c'est ces trois-là. Et ensuite, il va pouvoir dessiner une filière d'évolution. Il va pouvoir visualiser une filière d'évolution au sein de l'organisation. Donc là, vous préparez vos collaborateurs, vous envoyez un message clair à vos collaborateurs en disant qu'il n'y a pas qu'une seule filière, il n'y a pas que la filière managériale, parce que si vous ne faites pas, ils ne voient que ça. Qu'il y a d'autres filières, ça peut être des filières, je le disais, gestion de projet, des filières management, des filières commerciales en fonction des contextes, des filières d'expertise également. Et ce qui vous permet, je fais une parenthèse sur les filières d'expertise, il faut savoir les valoriser aussi. Vous avez des gens qui sont énormément en performance et qui se disent je ne vais pas pouvoir évoluer. L'expertise est une filière également, mais il faut avoir des critères pour cette expertise. Donc, voilà, vous pouvez dérouler ça au sein de l'organisation. Chaque personne va être attachée à un métier. Et quand je disais des process solides, ça veut dire que les collaborateurs, à un moment, vous allez pouvoir engager dans l'entreprise des processus d'entretien. Alors, entretien annuel, évidemment, gestion des objectifs, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'atteinte des objectifs,
processus d'entretien de vos propres modèles qu'on intègre dans le système. Et également, puisqu'on parle d'analyse de mobilité fonctionnelle, on va pouvoir mobiliser de l'analyse de compétences dans l'entretien annuel ou hors de l'entretien annuel en fonction des souhaits du client. Et ça va permettre aux managers et aux collaborateurs d'analyser le niveau de compétence du collaborateur et éventuellement le faire progresser. Là, vous avez un collaborateur pour lequel le niveau du salarié a été évalué à ce niveau-là. Bon, il est totalement en acquisition, ce qui est rare dans la réalité, mais on est en base démo, par rapport à un attendu. Et là, vous avez la possibilité d'identifier les compétences comportementales de chaque collaborateur. Et ça va être des éléments importants, voire majeurs, dans le cadre de vos people review. Dans le cadre d'une manière enfin, dans les people review ou non, mais idéalement dans des people review pour se projeter sur l'évolution d'un collaborateur sur des compétences qu'il ne connaît pas. Technicien vers manager, par exemple. Voilà, et les compétences comportementales vont être importantes. Oui, effectivement, et quand les compétences ne sont pas au niveau, on push également des propositions de formation, ce qui a été le cas pour ce collaborateur, où il y a eu 3 propositions de formation qui ont été faites. Je fais juste une petite digression. Ça veut dire que le responsable formation, il récupère ces données directement sur des choses qui ont été faites sur de l'analyse de compétences, pas de la formation dite catalogue. Et pour ces collaborateurs, éventuellement, vous pouvez mobiliser également ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire des solutions de type 360. Voilà, ce salarié, il y a un moment où vous vous dites, est-ce qu'il est au bon niveau de compétences comportementales? Le manager vous dit, j'ai des doutes, vous allez élargir l'analyse en engageant un 360 pour ce collaborateur, et ce collaborateur va pouvoir, enfin vous allez pouvoir, et le collaborateur également, identifier rapidement ses points de progrès, ses zones de talent. Cette fois-ci, c'est des questions très très simples qui peuvent changer en fonction du contexte. Toutes les questions qui sont posées, c'est des choses très très simples. Est-ce qu'il est flexible? Est-ce qu'il est positivement critique? Est-ce qu'il développe les talents? On va pouvoir modifier les questions en fonction des compétences comportementales pertinentes dans votre organisation. Donc là, vous avez vraiment une analyse qui est beaucoup plus approfondie, qui va vous aider, entre autres, dans l'évolution de ce collaborateur au sein des différentes filières. Et vous aurez pu constater qu'on fait en sorte que ce soit vraiment rédigé de manière très positive. On est là pour mettre en confiance vos collaborateurs, pour les aider dans leurs souhaits d'évolution. Et enfin, on va pouvoir mobiliser également. Juste un petit détail concernant le 360, vous avez la possibilité d'intégrer dans ces questionnaires-là des clients avec lesquels vous pouvez être en relation permanente qui sont externes à l'entreprise. Vous n'êtes pas obligé de rester interne à l'entreprise. Donc ça permet vraiment d'avoir une visibilité et un retour des personnes externes à l'entreprise. C'est très intéressant à mettre en place. C'est ça. Oui, c'est important, c'est en fonction des contextes dans lesquels vous êtes, du métier. Si c'est par exemple, je pense à l'aide à domicile, on va plutôt se concentrer sur des données de performance qui sont issues du client en direct. Tout ce qui va être en relation avec le client, c'est plutôt le client qui va nous dire quel est le niveau de performance. Donc ça veut dire que le manager, le jour de l'entretien, il va pouvoir aussi mobiliser ce type de choses si jamais lui, il dit, moi je ne le vois jamais, bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui ne le voit physiquement jamais, il ne le voit pas travailler, la meilleure personne qui peut le faire, c'est le client. Donc ça peut être en mobilisant des solutions qui vont questionner l'environnement du collaborateur, qu'il soit interne ou externe. Et enfin, vous allez pouvoir aussi mobiliser quelque chose qui participe à la mise en confiance de vos collaborateurs, à les projeter dans une évolution hors de leur zone de confort, sur l'acquisition de nouvelles compétences. Là, cette fois-ci, c'est une solution par la mesure de trait de personnalité, une méthode psychométrique. Mais l'intérêt, c'est vous allez pouvoir la matcher par rapport à des postes. Dans nos bases de données, aujourd'hui, on a 300 000 salariés pour lesquels ont été mesurés des liens entre la performance et le profil de personnalité. Et donc, on va pouvoir projeter le profil du candidat interne, sur un métier qu'il n'a jamais exercé. Je vous le disais à l'instant, il y a beaucoup d'échecs dans des techniciens vers des postes de management. Là, on va réduire ce risque parce qu'on va pouvoir faire une prédiction d'une compétence qu'il n'a jamais, mobilisée. Un technicien n'est pas nécessairement, même si c'est un excellent technicien,
c'est pas nécessairement un bon manager. Donc on va pouvoir, là vous avez vu, j'ai projeté son, son profil sur un métier de direction commerciale. On va pouvoir, par l'interrogation des bases de données de ces salariés, 300 000 salariés, on va pouvoir dire si ce collaborateur, avec son profil, voilà, ici son profil, il va être en zone de performance sur le métier. Voilà, ici c'est un métier de direction commerciale, on va rechercher des gens publics. Métier qu'il n'a jamais exercé. Donc vous ne pouvez pas aller demander à des collègues s'il est bon en tant que directeur commercial, il ne l'a jamais fait. Comme un technicien, on ne peut pas demander à quelqu'un s'il est bon s'il sera bon en management. On peut savoir s'il a les compétences comportementales dans son métier, c'est déjà une chose. Mais là, on va pouvoir faire une prédiction sur un autre métier. C'est pour ça qu'on passe par des variables intermédiaires qui sont les traits de personnalité, qui vont permettre, et en les matchant avec tous les autres personnes qui font ce métier-là en fonction de leur performance, et on va pouvoir le matcher. Et là, on est sur un profil qui, là, par exemple, qui a un certain nombre de points de progrès sur la recherche de la compagnie des autres, le leadership, par exemple, qui questionne sur sa capacité. Et ça va vous aider dans votre décision, éventuellement dans le cadre de People Review, pour prendre des décisions d'évolution de ces candidats internes, je parle, et tout ceci pour les mettre en confiance, pour valoriser leur effort. Et ensuite, une fois que vous savez ça, si cette personne n'est pas retenue sur le poste de directeur commercial, ça va vous permettre de l'accompagner pour éventuellement l'orienter vers une autre filière, une filière différente de celle qui a été étudiée là. Voilà, et donc là, pareil, on est toujours dans une rédaction des choses très encourageante, hein, positive, c'est important. On parle de talent, c'est pas de la démagogie, hein, c'est vraiment une réalité. Talent, c'est des éléments de personnalité marqués, forts, qui sont en phase avec le poste, qui sont nécessaires au poste. Et là, vous avez des gens qui développent vraiment des énergies très fortes, des zones de confort et également des zones de frustration et des zones de contrainte. Voilà, l'ensemble de ces produits-là vont permettre de développer la mobilité fonctionnelle au sein de l'organisation. Donc voilà, en ce qui concerne la présentation qu'on pouvait faire, je pense avoir fait le tour. Oui. Voilà, en utilisant ce type de produit, on l'aura compris, vous allez faciliter la réalisation de référentiels métiers, vous mobilisez vos managers, quelques managers pour travailler sur ces référentiels métiers. Vous allez le piloter, vous êtes RH, vous le pilotez, et ils vont eux-mêmes réaliser les bibliothèques de compétences sous votre contrôle, évidemment. Ils vont rattacher à des métiers et ces métiers vont être associés à des collaborateurs. Et ensuite, vous pouvez dérouler les analyses de compétences nécessaires au poste. Et éventuellement, donc là c'est pour tous les gens qui font le métier, dans le cadre des entretiens annuels ou dans un cadre seul. Et ensuite, vous allez pouvoir mobiliser d'autres produits qu'on a vus tout à l'heure, comme le 360, qui est un élément important comment dire, pour toujours permettre à la compétence comportementale de progresser. C'est important, parce qu'elle est historisée. Hein. Tout ce qu'on a vu ici, c'est historisé. Les gens qui ont acquis des compétences sur un métier, ça va être gardé. Le jour où vous avez besoin de mobiliser, vous avez une tension sur une compétence dans un atelier, vous pouvez aller rechercher les gens qui ont déjà fait ce métier-là avec un certain niveau de compétence. Et vous allez pouvoir mobiliser également une solution qui a fait ses preuves en termes de capacité à prédire le comportement attendu, c'est la méthode dite SELECT. Au sens, elle va vous permettre de prédire le comportement sur une compétence qui n'est pas dont vous ne savez pas si elle sera au bon niveau, comme un technicien qui pourrait devenir manager. Voilà, j'espère que je ne voulais pas dépasser l'heure. Apparemment, il reste quelques personnes, voilà. On n'a pas perdu tout le monde. Voilà. Même la majorité sont là, c'est bien. Je voulais juste savoir si vous avez des questions, c'est le moment. Vous avez un chat qui doit fonctionner. Pas de questions. Alors, merci.
Merci, on nous dit que c'était clair déjà, ça me fait plaisir. Alors, je serais étonné quand même que sur un sujet comme ça, personne n'ait de questions. Merci, outil intéressant pour soutenir une politique mûre de développement RH. Oui, oui, Et également qui facilite lorsqu'on est sur la construction et la mise en place d'une politique RH. Ça donne vraiment un cadre et une structure sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour monter en compétences, monter en puissance au fur et à mesure, puisque chaque outil que l'on propose est construit sous forme de modules qui peuvent fonctionner de manière indépendante ou complémentaire. Et du coup, on peut apporter au fur et à mesure une pierre de plus pour monter en puissance petit à petit et construire justement cette maturité RH. autre question? De rien. Sur la pro. Agressivité. Bah, merci à vous. Merci. Je ne connais pas le prénom. Merci G. Grégor. Comment sont traitées les classifications métiers type UIMM? Alors, très bonne question. Donc, je répète la question. Comment sont traitées les classifications métiers type UIMM? Alors, là, je peux vous parler d'un cas d'une entreprise, dans laquelle, effectivement, nous, on déconseille fortement de relier les classifications. Alors, je connais bien UIMM, enfin, métallurgie. Je ne sais pas si c'est. Je pense que c'est très proche dans d'autres conventions. Faut délier les deux choses. D'abord, les conventions métallurgie, ça fait 10 ans qu'on nous dit que ça va bouger, voire plus. Qui vont refaire, mais rien ne sort depuis 10 ans qu'on nous parle de ça. Donc attention à ces modifications. Aujourd'hui, il y a quand même une difficulté dans les entreprises à avoir des classifications qui soient en phase avec les définitions UMM qui datent de longtemps. Il y a eu tellement de changements dans les organisations avec l'introduction de nouveaux métiers dans les organisations. Nous, on déconseille de relier les deux choses. Mais votre question est pertinente. Elle ne manquera pas d'arriver auprès des partenaires. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut reconnaître de la compétence réelle sur l'opérationnalité des gens qui font vraiment ce job-là par justement les compétences qui vont être dans le métier. Il faut les faire vivre. Si on attend, j'ai un cas précis en tête, si on attend que l'UIMM bouge sa convention, bah, vous serez toujours dans 20 ans, à mon avis, à attendre pour faire votre référentiel métier. Avancez sur les compétences. Il y a une demande des collaborateurs de reconnaissance, de traçabilité de leurs compétences, parce que les choses bougent vite, bougent énormément. Les gens se disent aussi, ah bah dans les organisations, les RH, ça bouge, les managers, ça bouge. Moi, tout ce que j'ai fait, est-ce que c'est conservé? Donc, il faut délier les choses. Faut pas, entre les classifications conventionnelles qui touchent à des éléments de rémunération et la compétence réelle qui a pu énormément évoluer par rapport à ces compétences, nous, on dit clairement qu'il faut délier les choses. Sinon, vous allez faire des machines à gaz qui vont être très complexes à développer. Après, ça ne vous empêche pas, comme on est dans des solutions digitales, ça ne vous empêche pas d'aller voir si ça a du sens. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un moment, là j'ai des tableaux de bord, il y a un moment où vous pouvez très bien sortir, alors il faut que la classification soit rentrée dans le système, évidemment, de chaque salarié, mais vous pouvez très bien sortir des tableaux de bord qui vont vous dire, ah, est-ce que j'ai de la cohérence de classification dans les métiers? Ça, c'est un travail que je vous conseille fortement de faire en chambre, parce que vous tombez sur des choses. Les classifications dans les entreprises, souvent, elles ont été perçues comme étant une évolution pas salariale, parce qu'il n'y a pas nécessairement une augmentation derrière, mais les salariés sont demandeurs de ça comme étant une reconnaissance. Et souvent, les managers ont fait, ah bah oui, mais cette année, je ne peux pas te filer d'augmentation de salaire, j'ai plus d'enveloppe.
Donc, je vais te filer une classification sans qu'il y ait eu nécessairement un changement de poste. Donc, on est sur souvent on tombe souvent sur des classifications qui ont perdu du sens. Moi, je vous conseille fortement de ne pas lier les deux choses. Vous risquez fort de planter votre projet. Si ça répond à votre question, j'allais dire autre chose sur les entretiens. Donc là, ça ne vous empêche pas de faire ce travail en chambre. Mais n'allez surtout pas sur ce sujet-là avec vos partenaires sociaux. Et oh là là là, vous avez des gens qui ont des compétences, qui savent faire des choses. C'est ça qu'il faut prendre en compte sans se faire polluer par le reste, par d'autres choses. Voilà, j'espère que ça répond. Merci, merci, absolument, je partage. Ça me fait plaisir. Partir de vos besoins. Oui, 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 oui. Tout à fait, monsieur OP. G. Si Grégor. Grégor. Merci Grégor. Donc si c'est bien ça. Effectivement, partir de vos besoins. Mais il faudra piloter ce changement de paradigme. Oui, 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 ça fait partie d'un accompagnement. Ça fait partie de l'accompagnement. Mais si vous revenez toujours sur ce que font les gens, vous avez tout à fait raison. Vous revenez sur ce que font les gens au réel, l'utilisation d'une machine, un logiciel, la compétence, c'est bon, vous serez dedans. Sans aller essayer de relier ça à de la classification, entre autres. D'autres questions? Apparemment, ça a l'air bon. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais 12h04, voilà. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous saluer et vous souhaiter bon appétit et vous remercier d'avoir participé activement à notre webinaire. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des interrogations sur des points qui viennent un peu plus tard, à nous les faire parvenir, on y répondra et on se fera une joie de vous conseiller, de vous accompagner. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Midi 5, on est bon. Bon. Arrêtez. Donc là, je peux arrêter. Donc là, j'ai un enregistrement.